avant la table ronde, voici la question que nous vous posons. Pour ce qui concerne la croissance de votre activité, l'innovation, produits et services vous paraît. Donc prenez votre application comme Exmi, je reprends. Pour ce qui concerne la croissance de votre activité, l'innovation, produits et services vous paraît, petit temps, indispensable. Deuxième option, souhaitable. Troisième option, sans grand effet. Dernière option, ne sait pas. Je reprends. Première option, indispensable. Deuxième option, souhaitable. Troisième option, sans grand effet. Quatrième option, ne sait pas. Nous irons consulter vos réponses dans un instant. Monsieur Asseraf, je vous en prie, regagnez la table où je vais également vous demander d'accueillir chaleureusement une chercheuse. Elle est codirectrice du laboratoire de recherche de Paris 1 Sorbonne en management, Madame Régine Vanems. Installez-vous, Madame. Vous avez grandi auprès de vos parents qui étaient quincailliers et le commerce de détail a bercé votre enfance. Aujourd'hui, vous êtes également docteur en sciences de gestion, cofondatrice de l'Observatoire Cross-Canal. C'est bien cela? Accueillons également le directeur général délégué commerce et développement chez JC Decaux, Jean Muller. Et Jean Muller, jeune, voulait absolument disputer une finale de foot au Brésil. Vous avez encore 10 jours, c'est possible. Vous vouliez donc être joueur de foot, mais vous aviez aussi un oncle qui était au DCF et vous n'avez pas hésité entre les deux. Bravo. Aujourd'hui, vous dirigez 295 personnes. Jean Muller, vous êtes donc directeur général délégué commerce et développement. L'idée que l'on change de monde et qui vient ici d'être parfaitement établie, quelles conséquences auprès de vos équipes? Voilà, ça maintenant c'est important. Alors d'abord, je pense que quand on Parlez bien dans le micro. Pardon, je pense que quand on partira tous de ce congrès, je pense qu'on aura retenu au moins deux choses, à la fois avec la présentation hier de Bertrand Barré, Nicolas Bouzou et celle d'Albert, c'est que le monde a déjà beaucoup changé depuis 10 ans, Oui. et il va encore beaucoup changer dans les années qui viennent, et ces changements, on l'aura, je crois, tous perçus, ils sont en train de s'accélérer. Donc effectivement, pour nos équipes commerciales, c'est extrêmement important de comprendre tous ces changements et de faire preuve d'énormément de pédagogie. Donc avec Albert, cette présentation, Albert l'a développée auprès de toutes nos équipes commerciales depuis déjà plus de 2 ans. Parce que forcément, on est complètement déstabilisé quand on va voir un annonceur aujourd'hui, quand on va voir un annonceur en local ou un annonceur sur les marchés nationaux. Cette révolution digitale, elle les impacte de fait. Et puis, ce qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est que depuis 10 ans, le média qui a véritablement percé le marché publicitaire, c'est Internet. Et ce n'est pas fini, puisque c'est amené à devenir le média le plus investi. Donc cette révolution, elle était d'abord perçue, elle aurait pu être d'abord perçue comme une menace. C'est pour ça qu'il faut, je pense beaucoup l'expliquer, la détailler, alors qu'on voit bien qu'elle peut aussi devenir une opportunité. C'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire, en fait, nous avançons tous dans ce monde-là, mais vous prenez la charge de me dire, moi qui suis dans vos forces commerciales, où je suis exactement. C'est bien ça, hein, la pédagogie du monde qui avance. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup aussi interpellé hier dans la présentation de Nicolas Bouzou, c'est qu'à un moment, il nous dit, mais finalement, il nous démontre que cette révolution, elle est d'abord destructrice, et donc elle fait peur. Forcément, elle fait peur. Et elle génère, pour beaucoup, du repli sur soi. Donc vous imaginez bien pour des équipes commerciales qui sont, alors, beaucoup sont d'ailleurs dans la salle, des équipes de la région, elle peut d'abord être perçue comme quelque chose de très déstabilisant. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et c'est en tout cas ce qu'on fait dans ce congrès. Et vous maniez le paradoxe suivant, pour que rien ne change, dites-vous, il faut que tout change. Vous expliquez? Oui, ça peut paraître paradoxal, mais je pense que l'un des grands défis des managers aujourd'hui, c'est justement d'expliquer tous ces changements et de demander à nos équipes, à nos collaborateurs, de s'adapter, et de s'adapter très très vite. Parce que là aussi, on l'a bien vu dans la présentation d'Albert, ceux qui ne s'y adaptent pas à la bonne vitesse meurent. Donc, il faut accepter ce qui n'est jamais simple, parce
Parce que le changement fait peur, là aussi, et le changement fait peur, là aussi, pour les équipes commerciales. Il faut accepter, vous devez comprendre ces changements et accepter ces adaptations et les faire de manière rapide. Deux verbes importants, expliquer, deuxièmement, permettre de s'adapter. Régine Van Heems, vous observez ce monde également qui bouge, vous validez ces changements et quand vous les observez, vous observez quoi? Alors moi, j'aurais tendance à rappeler qu'on est dans une révolution, ça c'est évident, une révolution commerciale qui a commencé maintenant il y a 15 ans. En fait, si on refait un petit peu l'histoire d'Internet, on va voir, vous vous souvenez, dans les années 90, fin 90, on nous disait, avec l'arrivée d'Internet, le commerce est mort. C'était la fin du commerce avec Internet. En 2000, éclatement de la bulle Internet, on nous dit c'est terminé avec Internet, Internet n'existera plus, il n'y aura plus que le commerce physique. Quelques années plus tard, 2005, on nous dit non, Internet et magasins vont vivre ensemble. Et il y a toute une période, on s'est dit ok, ils vont vivre ensemble, Internet et magasins vont cohabiter ensemble, mais chacun de son côté. Aujourd'hui, on se dit toujours Internet et magasins sont indispensables, ils vont vivre ensemble. Mais la particularité et la grande difficulté, c'est qu'ils vont vivre ensemble, mais chacun l'un avec l'autre et pas chacun de son côté. On est donc sur un couple, et vous savez que comme tous les couples, il y a des passages difficiles. On va essayer de se comprendre, on va essayer de s'interpréter. L'évolution qui se fait actuellement, c'est les signaux faibles qu'on observe aujourd'hui. Si la technologie dans ce couple avait pris le pas pendant un certain temps, on voit aujourd'hui la technologie reprendre sa place et l'humain revenir au cœur de la relation client. Donc moi, je pense qu'on est dans une situation de bouleversement où les technologies ont fait peur, mais très, très clairement, l'humain et la relation commerciale va reprendre un poids extrêmement important parce qu'un écran, c'est du digital c'est froid, et quand on a passé toutes nos journées sur Internet, on a envie d'autre chose. Albert Asseraf l'a bien montré, y compris d'ailleurs dans votre expérience à Londres, c'est c'est le mixte entre deux mondes, le virtuel d'un côté et le monde réel de l'autre. Donc moi-même, client, je peux me déplacer dans un monde virtuel, faire mes achats, être d'ailleurs par ailleurs connecté, et d'un autre côté, à un moment donné, je suis dans le vrai magasin. Le tout, dites-vous, c'est que ce couple en question soit quoi? Linéaire, que moi, quel que soit mon positionnement, virtuel ou non, je puisse être connecté, contacté? Alors, le consommateur va vivre une expérience online et offline. Donc, il passe d'un monde à un autre, d'un monde virtuel à un monde réel. Il y a un enchevêtrement des expériences. Et ces expériences qui sont de plus en plus enchevêtrées va transformer son comportement dans le réel. En fait, on parle beaucoup de la révolution digitale en disant oui, il y a beaucoup d'achats qui se font sur Internet, mais la révolution n'est pas que là. C'est-à-dire que le fait d'avoir été connecté sur Internet, vous recherchez tous de l'information sur Internet, vous en soyez conscient ou pas, ça va transformer votre parcours de shopping en magasin, ça va transformer votre relation aux autres, ça va transformer vos attentes au magasin. Et donc, très clairement, moi je travaille beaucoup avec les distributeurs, on va devoir non seulement transformer l'accueil en point de vente, mais de manière plus générale, le commerce, les commerciaux vont devoir réinventer un métier en allant, quand je dis réinventer, en retournant vers les fondamentaux qui redeviennent extrêmement importants. Enfin, c'est ma perception, en tout cas, de l'évolution. Vous faites plaisir à Jacques Cosnefroy, qui était hier le délégué général de la Fédération de la vente directe. Albert Asseraf, vous disiez dans votre présentation que le consommateur a repris le pouvoir, Jean Muller. Du coup, comment vos équipes réagissent-elles par rapport à cela? Puisque, voilà, je me transforme en ayant de l'information, le vendeur se transforme comment? Oui. Alors, le consommateur en B2C, quand il achète pour ses besoins personnels, mais également en B2B. Je réagis par rapport à Philippe Vaginet qui, dans les échanges qu'on a avec WeConnect, disait mais en B2C, c'est clair, la révolution est en route, quid du B2B? Mais finalement, c'est le même. Notre client, potentiellement, il agit, il a pris le pouvoir, il a changé ses habitudes de consommation lorsqu'il achète pour ses propres besoins. Mais lorsqu'il achète en B2B, et notamment lorsqu'il réfléchit à sa communication publicitaire, il a absolument les mêmes réflexes. Donc il a effectivement pris le pouvoir. Et je me souviens, ça a été également dit, mais quand j'ai intégré JCDecaux, très vite, Albert m'a dit, tu sais Jean, tes commerciaux, il faut les transformer en consultants. Et d'ailleurs, l'un des enseignements, si je rebondis du congrès de Metz, c'était celle-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris, c'est que oui, Internet est en train de modifier un certain nombre de comportements, mais bien évidemment que non, la place du vendeur, l'humanisation de la relation commerciale va continuer à se développer. Encore faut-il,
néanmoins comprendre ces modifications et notamment travailler l'expertise des équipes. Donc nous, on a beaucoup travaillé, beaucoup investi en formation pour augmenter l'expertise de nos équipes, les spécialiser par secteur d'activité, ne pas avoir peur de la vente complexe, puisque le consommateur est hyper informé. Par exemple, aujourd'hui, n'importe quel d'entre vous, vous avez accès à l'offre de JC Deco en allant sur notre site internet. Donc le rôle du collaborateur commercial, c'est pas de venir vous expliquer que sur le réseau de Biarritz, il y a 24 ou 36 faces. C'est concrètement de comprendre votre besoin et de développer une solution personnalisée, customisée, enrichie. 4 mots à retenir. Expliquer aux forces commerciales, s'adapter, sinon on meurt, avez-vous dit, se rendre compte que passant du virtuel au réel, le consommateur a un parcours d'achat complètement différent et prend le pouvoir, petit à petit, se transforme. Du coup, transforme le vendeur et vous avez dit, mon vendeur devient consultant. C'est le mot important que vous avez repris. Peut-on voir le sondage, s'il vous plaît? Peut-on afficher le sondage? La question était, pour ce qui concerne la croissance de votre activité, l'innovation produits et services vous paraît indispensable, 83%, souhaitable 15%, sans grand effet ne sait pas, tout le monde sait, et sans grand effet, on l'élimine. Donc c'est véritablement indispensable pour la croissance de votre activité, c'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement pour conserver, c'est pour aller chercher de la croissance. Merci beaucoup. Albert Asséraf, la stratégie de Deco est donc bien une innovation, je vais dire, presque expérimentale. Vous êtes dans de l'expérimentation, marque par marque, pour ensuite peut-être éventuellement gagner des marchés. C'est comme ça aujourd'hui que vous progressez? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux formes d'innovation. Il y a celle que vous mentionnez, qui est plutôt notre marché aval, c'est-à-dire les marques qui vont financer l'ensemble des mobiliers urbains dans le monde, puisque je rappelle que JC Deco, si c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dans 61 pays, 98% de ses revenus, c'est de la publicité. Donc on est à la fois une marque industrielle qui fait du média. Et donc, on essaye d'avoir une préférence de marque de nos clients pour la publicité. On préfère les voir chez JC Deco que chez nos concurrents directs ou sur d'autres médias comme le web, le téléphone mobile, etc. Et donc, on doit créer de l'innovation permanente en fonction de ce que disaient Jean, leurs attentes. Ce n'est pas la peine d'innover pour innover. Ce qu'il faut, c'est innover parce que ce qu'on va leur proposer, c'est exactement ce dont elles ont envie, ou parfois, on leur propose quelque chose qu'elles n'imaginaient pas. En revanche, sur le marché amont, cette fois, c'est-à-dire innover pour les villes, nous, notre seule obligation, c'est d'apporter des services qui vous facilitent la vie en ville. Dès lors qu'on trouve le service, on a le financement par la pub grâce à la ville et on peut déployer nos services. Régine Van Hems, j'aimerais maintenant votre avis parce que ça n'a pas été évoqué du tout. Le client sur le réseau social, pardon, ça n'a pas été évoqué. Si, vous l'avez évoqué, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il peut devenir prescripteur, exactement. Réseau social et le comportement du consommateur. Oui, alors j'aimerais juste rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure. Effectivement, on parle du B2C, c'est-à-dire ce qu'on observe aujourd'hui en B2C est en train d'être observé en B2B. Un consommateur qui, très clairement, a modifié son processus d'achat, va identifier son besoin sur Internet, va rechercher de l'information sur Internet, va faire un pré-choix, et qui, quand il arrive avec un processus déjà aussi avancé, qui rencontre un commercial, n'a pas du tout la même logique. Il sait déjà ce qu'il veut. Il n'y a pas forcément besoin de lui présenter les alternatives, les produits de la même manière qu'avant, puisqu'il les a déjà découverts sur Internet. Et si vous lui représentez des produits alors qu'il a déjà fait son choix, ça crée de l'irritabilité. Il est donc dans une logique de questionnement. Le vendeur va devoir ou le commercial va devoir revoir sa logique de questionnement en essayant d'identifier le parcours déjà effectué par le consommateur. Et on est sur un consommateur qui aujourd'hui est borné. Très clairement, il est sûr d'avoir raison. Le traitement des objections, c'était quand même une phase fondamentale du parcours de négociation commerciale. On peut se poser la question de l'importance du traitement des objections à un moment où le consommateur s'est auto-convaincu lui-même que le choix qu'il a fait est le meilleur. Donc ça veut dire qu'on a des étapes avant achat qui vont se réduire ou se transformer ou se réinventer et des étapes après achat qui vont se prolonger, qui vont s'enrichir probablement autour du digital qui va être un espace de connivence, de complicité. Peut-on simplement voir les SMS? Jean Muller, vous voulez réagir, mais affichons les SMS, s'il vous plaît. Jean? Oui. Pour là aussi tout à fait conforter ce que vous venez de nous dire. Hier, Laurent Olivon, on discutait, Laurent est notre patron sur Midi Pi et Languedoc, et il me disait, tu sais Jean, moi aujourd'hui mes commerciaux ils prennent plus de rendez-vous via LinkedIn que par téléphone. Donc en fait, en B2B, nous on ne vend pas en B2C.
Donc, ces comportements B2C, on les retrouve parfaitement B2B. Et là aussi, on peut traquer les parcours Internet de nos acheteurs en B2B. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un de nos clients, un de nos annonceurs, qui ne fréquente pas, qui le matin a les stratégies newsletter, les CB newsletter, les offres médias. Il est évident qu'un collaborateur de JCDecaux doit absolument aller sur ces sites-là très tôt le matin, de la même façon pour y trouver... Question de Philippe Lafontaine. Pour mettre en route tout cela, ne faut-il pas mettre fin aux organisations en silos pour regrouper notamment marketing, commerce et communication? Votre avis, l'un d'entre vous? Oui, évidence. Oui, effectivement. On a encore beaucoup d'organisations qui fonctionnent en silo. Si on veut se parler entre sphère virtuelle et sphère réelle, et que le consommateur... En fait, le consommateur vit une expérience globale. Donc, s'il commence sur votre site Internet et qui finit auprès d'un commercial, très clairement, dans sa logique, il vit une expérience globale. Donc, s'il y a une incohérence entre ces points de contact, eh bien, il va générer de l'insatisfaction vis-à-vis du commercial, vis-à-vis de l'entreprise de manière générale. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est cette forme de cohérence. Et effectivement, lever ces silos, c'est compliqué de lever ces silos parce qu'il y a du pouvoir derrière. Donc, comment faire travailler des gens qui ont des métiers différents de manière à répondre à une expérience cohérente du point de vue du client. Aux États-Unis, on a aujourd'hui des fonctions transversales et des gens qui sont responsables de l'expérience client. Alors c'est vrai, effectivement, en B2C, mais en B2B, c'est la même chose. L'expérience client, ça peut être une expérience utilitaire, ce n'est pas forcément expérientiel, ça peut être une expérience de performance. Donc comment travailler ensemble main dans la main? Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce couple est à réinventer et que c'est un couple compliqué où la technologie va redevenir un outil et reprendre une place qu'elle n'a pas toujours occupée, a priori. Jean, ultime question. Votre rôle auprès de vos équipes, du coup, a-t-il profondément changé avec tout cela? Oui, parce que oui, notre métier a changé, même si... C'était également une de nos conversations hier. Je pense que les fondamentaux restent dans nos métiers. Il faut pas les fondamentaux, les techniques de vente, tout ça sont des éléments importants. Mais on est dans un monde en transformation et je crois que le rôle du collaborateur commercial est vraiment en train d'évoluer. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un rôle de chef d'orchestre. Quand je vois la collaboration entre les équipes d'Albert et les équipes commerciales, on est vraiment dans ce rôle de co-création, de co-construction de la solution pour nos clients. Je pense que la place de la fonction commerciale dans la chaîne de valeur des entreprises est en train d'évoluer et que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, ça sera un peu ma conclusion, je pense que c'est une formidable opportunité pour les directeurs commerciaux, pour la fonction commerciale. Parce qu'il faut réinventer effectivement totalement notre métier et probablement agir beaucoup plus en amont que c'était le cas au préalable. Merci beaucoup. Votre conclusion, en quelques mots, Régine Vanellis. Oui, alors j'étais, effectivement, je vous en disais prie. en même temps, effectivement, Philippe indique que le client B2B va de toute façon, effectivement, sa vie privée, c'est le même qu'en B2C, effectivement. Vous vivez tous, vous commandez tous à la maison sur Internet. Quand on va dans la sphère professionnelle, c'est pareil, on a des automatismes, on a un apprentissage qui s'est fait au niveau de la consommation des ménages, qu'on va retrouver très clairement dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on le voit dans le monde de l'assurance, dans le monde de la banque, que ce soit en B2B et en B2C, on va voir impacter tout ça. Et la question, c'est comment les commerciaux peuvent-ils s'approprier ces technologies, leur montrer à quoi ça va servir. Alors, il y a un modèle qui existe, alors je ne vais pas vous parler trop de modèles théoriques, mais quelquefois ça peut servir néanmoins, qui dit pourquoi voulez-vous que les commerciaux aient envie de s'approprier une nouvelle technologie? Il y a deux dimensions essentielles. La première dimension, c'est l'utilité. Est-ce que cette technologie va lui être utile? Alors, dans l'utilité, est-ce que ça va être utile à sa relation commerciale? Est-ce qu'elle va être utile au plaisir qu'il va prendre dans son travail, dans sa mission? Est-ce que ça va être utile par rapport à sa performance? Donc, il y a l'utilité. Et l'autre variable, c'est la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, on a effectivement des technologies qui font que sur la facilité d'utilisation, ça devient de plus en plus simple. Alors, dans ce qu'on a observé, parce que je pense effectivement, comme ce qui a été dit hier, que l'observation est fondamentale, on a très clairement, dans les accueils au point de vente, et ce sera la même chose en B2B, des commerciaux qui considèrent qu'Internet, ça a été un intrus dans la relation commerciale, et puis d'autres qui sont en train de réinventer l'accueil client
et qui développe de nouvelles pratiques commerciales qu'on observe pour pouvoir diffuser ces best practices. Je sens que je suis un peu longue là. Non, je vous en prie. Non, c'est la dernière table ronde. De toute façon, on a débordé. Je lâche tout parce que je ne peux pas contrôler. Non, je vous le dis, je ne peux pas contrôler du tout. On a démarré avec 35 minutes de retard. Donc bon, bref. Mais c'est important qu'on termine vraiment. C'est vraiment capital. Merci beaucoup aux uns et aux autres. On va tenter la synthèse globale parce qu'on n'aura plus de table ronde après. Vous avez tous ensemble mis 3 acteurs importants. Le client, le vendeur, bien sûr, le client et le vendeur, la fonction commerciale, la fonction managériale et la fonction entrepreneuriale. Partons du client. Sur le client, vous avez dit, attention, il sait tout, il est infidèle, il est leader des marques, il est co-créateur, c'est vrai, et donc quand il arrive, vous avez ajouté, madame, il est borné, il croit tout savoir. Du coup, tout cela va changer la fonction commerciale, quoi qu'il arrive. Ça va changer la fonction commerciale parce que, dites-vous, je vais utiliser un autre mot que changement, nous sommes dans une dynamique. Nous sommes sur un monde qui avance et nous avançons avec lui. Donc là, la fonction commerciale elle-même va avoir comme objectif de pouvoir déterminer où est le parcours d'achat, si j'utilise ce mot-là, le parcours d'achat. Il en est où, mon client ? Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la fonction commerciale va être aidée. Elle va être aidée, quoi qu'il arrive, par le big data et un processus de plus en plus personnalisé et affiné de ses besoins. C'est bien cela. Donc, en même temps, la fonction commerciale peut être elle-même aidée. Le grand défi, dites-vous, c'est précisément dans ces passages entre deux mondes, le virtuel et le réel, le vendeur, la fonction commerciale, comment faire pour être informé en temps réel du parcours d'achat de mon client ? Il bouge en permanence et quand il pousse la porte du magasin, si je suis vendeur, je dois savoir où il en est. Qu'a-t-il été voir dans le monde virtuel de façon à ce que je puisse l'accompagner là sur son ultime démarche éventuellement. Donc, c'est un monde extrêmement intéressant où vous avez énormément d'opportunités et en même temps, on le voit bien, une obligation d'information de plus en plus importante et de plus en plus précise. Du coup, deuxième fonction, la fonction managériale devient une fonction d'accompagnement. Et on a vu au fur et à mesure que cette fonction-là, que vous qualifiez de chef d'orchestre, que cette fonction-là avait 3 valeurs importantes. Confiance, faire confiance à la fonction commerciale dans sa capacité à accompagner ou à impulser l'innovation à venir. Donc la confiance. 2, la bienveillance. C'est-à-dire pouvoir accompagner, et vous avez dit, vous le dites autrement, c'est la pédagogie permanente, pouvoir aider à comprendre ce monde qui bouge tout le temps. Et enfin, on a dit aussi le droit à l'erreur. Si ce monde bouge vite, et si on est dans l'innovation permanente, et si vous devenez aussi acteur de cette innovation, il faut vous permettre à un moment donné de dire « Oups, là c'était peut-être une mauvaise piste et on va partir ailleurs, puisque le monde bouge ». 3e fonction, c'est la fonction entrepreneuriale. L'entreprise elle-même change. Et ici, 2 choses ont été dites très importantes, qui nous ramènent pratiquement à l'introduction d'hier matin. D'un côté, à plusieurs reprises, M. Ricard l'a dit par exemple, mais d'autres aussi, il est important, plus que jamais, que l'entreprise puisse avoir des racines. Ça veut dire quoi ? Attention, avoir des racines ne veut pas dire maintenir un modèle économique envers et contre tout. C'est la grande distinction que vous avez faite avec la Redoute, où vous nous avez montré l'exemple. Avoir des racines, ça veut dire avoir une identité. Avoir une identité, on va le dire autrement. Qui acceptez-vous dans votre monde entrepreneurial ? C'est-à-dire, quelle est la frontière poreuse qui permet l'acceptation du nouveau venu ? C'est ça qui détermine votre identité, la frontière, et notamment le critère qui permet d'inviter à l'intérieur du cercle ou de rejeter à l'extérieur du cercle. Et on voit bien ici que le temps passé à faire pousser les racines installe des valeurs, et cela a été dit à plusieurs reprises. Donc ce moment-là, la pérennisation de valeurs comme critère d'identité devient pour la fonction entrepreneuriale quelque chose de terriblement important. Et à côté de cela, l'innovation permanente. Une fois que je sais qui je suis, je peux peut-être savoir qui je vais devenir avec l'ensemble des dispositifs que vous avez parfaitement décrits. Je terminerai en vous rappelant Alice au Pays des Merveilles, tome 2, parce que nous y sommes. Alice au Pays des Merveilles, 1930, écrit par Lewis Carroll. Que nous dit-il dans ce livre-là ? Il nous dit que Alice entre, c'est le 2e livre, de l'autre côté du miroir, Alice entre dans un monde où toutes les règles ont changé.
Et notamment, elle rencontre la Reine Rouge. Et elle discute avec la Reine Rouge. Et discutant avec elle, la Reine Rouge lui dit « Mais cours, cours, je t'en prie, cours !» Et Alice obéit et court. Et les voici côte à côte, en train de courir. Mais elle constate que les arbres ne changent pas de place, que les maisons ne changent pas de place et que rien ne change de place. Alors elle interroge. Dans mon monde à moi, quand on court longtemps, le paysage change. Et ici, je constate qu'il ne change pas. Pourquoi ? Et la reine répond ceci. Nous courons juste pour rester sur place. Si vous innovez en permanence et si vos concurrents le font, c'est juste au départ pour survivre, mais ça n'a pas de sens en soi, sauf si vous avez des racines, si vous savez d'où vous venez et pourquoi vous vous battez et où vous allez. C'est-à-dire que l'innovation, et c'est ce que Nicolas Bouzou, et je terminerai là-dessus, c'est ce que Nicolas Bouzou vous a dit, l'iPhone 5 par rapport au 4 n'ajoute pas grand-chose. Le progrès n'est pas là, c'est-à-dire la valeur d'un mieux-être n'est pas là. Terminons sur la fonction commerciale. Votre savoir-faire sera immense. Votre formation permanente doit l'être également. Il y a eu plusieurs SMS là-dessus, bien sûr, et doit être, en continu, quasi en temps réel. Mais vous voyez bien, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, là où vous avez une qualité exceptionnelle, et Jacques Ben l'a dit dès son discours d'ouverture, là où vous marquerez des points, c'est dans votre authenticité de la relation à l'autre, finalement, dans votre qualité d'être. Merci beaucoup pour cette dernière table ronde. On peut vous applaudir. Jacques, sur le temps. Juste avant la pause, en remerciant les intervenants et en remerciant l'excellente synthèse de Thierry Vatelet, comme il a dit qu'il lâchait tout, je suis venu quand même à son secours, parce qu'il a encore 2 heures à tenir, donc il ne faut pas qu'il lâche. Simplement, je vous demande, on va réduire un tout petit peu le temps de pause, donc je vous demande de respecter cette réduction de temps de pause et de ne rester à l'extérieur que 20-25 minutes, d'autant qu'on a une petite modification en fin de matinée, puisque une personnalité viendra conclure notre congrès, puisque Michel Alliot-Marie sera là en fin de matinée. Donc ça nous oblige à modifier un petit peu les choses, et c'est pour ça qu'on modifie un petit peu le timing. Donc prenez une pause courte et revenez d'ici 20 minutes, 25 minutes, parce que c'est la finale du concours. Merci. Bravo. Dis donc, elle est là.